début, moi je voyais plutôt ça comme une collaboration dans le sens où on décidait de tout à deux. Et finalement, en fait, on est vraiment deux traîneurs succincts où moi je fais des choses de mon côté, lui fait des choses du sien. Et comme ça, on avance beaucoup plus vite. On se fait confiance l'un à l'autre pour tout ce qui est toutes les décisions. On passe des entretiens d'embauche ensemble, mais ça arrive aussi que moi je recrute des personnes à 100% tout seul et lui aussi. Et voilà. Donc pour l'instant, on reste de manière locale. Donc là, on est sur le secteur de Metz jusqu'au Luxembourg à peu près. Et là, on s'étend vers Strasbourg. Donc on veut rester présent sur nos clubs, on veut rester plus ou moins locaux. Mais on s'étend bien, donc on est content. Je suis Andy Poiron, entrepreneur et amoureux de sport. Je suis le propriétaire de Away, un centre de coaching hybride à 360 sur Dijon, et également consultant où j'aide les coachs sportifs et les propriétaires de studios, de box CrossFit et de clubs de fitness à développer leur entreprise. Le fitness est une passion et c'est aussi un business. Dans ce podcast, le business du fitness, je vais à la rencontre de personnes ordinaires qui vous partagent leur expérience extraordinaire. Au programme, on parle de leur parcours, de comment elles en sont arrivées là, et également de leurs difficultés, de leurs succès et de tous les éléments qui peuvent vous donner des idées pour votre propre entreprise. Se nourrir des autres est l'un des moyens les plus simples d'accélérer son propre parcours personnel. Donc faites-vous plaisir, écoutez, prenez des notes, laissez-vous inspirer et très bonne écoute. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Florent Vasseur, coach sportif et head trainer Basic Fit dans l'Est de la France. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Florent. Son expérience au sein des clubs de fitness, son parcours en tant que coach sportif, son lancement chez Basic Fit, ses différents enseignements, comment devenir head trainer et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Florent. Bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness et aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Florent Vasseur. Salut Florent. Salut Andy. Ravi de pouvoir échanger avec toi. On s'est revu lors du Fitex. Ça fait quelques jours maintenant. Déjà pour poser le cadre de cet épisode, est-ce que déjà tu peux te présenter et nous dire un petit peu ce que tu fais aujourd'hui? Tout d'abord Andy, je tiens à te remercier pour l'invitation. Et voilà, moi c'est Florent Vasseur, je suis coach depuis 2014. Diplômé sur Mulhouse. J'ai travaillé tout d'abord à Fitness Park Mulhouse, puis après j'ai un petit peu voyagé. Je suis parti sur La Réunion, où j'ai une belle expérience là-bas. On avait pas mal de personnes à training là-bas. Puis je suis rentré sur Lille, où je me suis lancé avec Basic Fit à Lille. Et j'ai redéménagé à Metz. Et maintenant, je suis sur head trainer sur le secteur Est de la France. Donc, en association avec Maxime Pillot sur l'entreprise EST. EST, ok, excellent, excellent. Et juste avant de parler de cette carrière, bientôt 10 ans, donc j'espère que tu vas fêter ça parce que on n'est pas beaucoup hein, quand tu passes déjà les 5 ans, c'est bien, les 10 ans, c'est encore mieux. Donc félicitations. Le Florent tout petit, c'est qui? Le Florent tout petit, c'était un Florent sportif. J'ai touché à pas mal de sports. J'ai fait du tennis, du football. En grandissant, j'ai été jeune sapeur-pompier. Puis j'ai pas passé la suite, mais je me suis arrêté là parce que justement j'ai fait du rugby. Et du coup, le rugby est plutôt mon sport prévalent sur le reste. Et donc voilà, j'ai fait du rugby jusqu'à assez tard. Et donc rugbyman. Et ensuite, on va pas parler de la Coupe du Monde du coup parce que ça risque de nous fâcher. la plaie n'est pas encore cicatrisée. Ça c'est clair. Donc voilà. Non mais voilà. Donc grand sportif. Et qui c'est qui t'a poussé justement au sport? Ce sont tes parents ou comment ça t'est venu cet amour pour le sport? Oui. Alors en fait, j'ai commencé avec le judo. Et Ok. en fait, à l'âge de faire du sport, tout petit, mes parents m'ont imposé de me mettre au sport. Ils m'ont dit, tu choisis le sport que tu veux, mais il faut que tu fasses du sport. Mon grand frère faisait déjà du judo. Je lui ai dit, je vais faire comme mon frère. Voilà, et je me suis mis comme ça au judo. Excellent. Donc, Ok. je commençais par ça. Et qu'est-ce que, avec le recul, là, qu'est-ce que tu as apporté du coup
cette culture du sport? Bon, ton futur job peut-être aussi, mais est-ce que ça t'apporte aujourd'hui des valeurs qui sont importantes pour toi? Alors oui, en fait, au judo, on a déjà un code moral à respecter. Donc en fait, on parle déjà de sport de valeur. Donc c'est vrai que on ne le ressent pas quand on est enfant, mais quand on prend du recul, je me dis que le judo m'a quand même apporté beaucoup plus de respect, la maîtrise de soi. Ce sont les valeurs qu'on inculque au judo. Et après, le dépassement de soi, l'esprit compétitif aussi. Et je dirais aussi l'esprit du challenge. C'est-à-dire que maintenant, je vois qu'aujourd'hui, plus j'avance dans la vie, moins j'arrive à me poser dans des situations de zone de confort. Et le challenge me stimule. Et donc, on a toujours envie d'aller plus loin et de progresser, d'évoluer. Ok, intéressant, intéressant. Et comment t'es venu du coup par rapport à ton cursus dans le domaine du sport? Quel est ton cursus à toi? La voie du STAPS, la voie du BP, enfin, ou non, en 2014, c'était peut-être encore. Non, c'était peut-être le BP, le BE? Non, c'était quoi? C'était quel. C'est le BPGEPS AGFF que j'ai passé. Ok, ok. AGFF. Donc en fait, moi, j'ai passé un bac STG. Et suite à ça, je suis parti en DUT GEA, donc gestion d'entreprise et d'administration. Donc j'ai été apprenti comptable pendant 2 ans en entreprise, donc des compétences qui me servent encore aujourd'hui. Cela dit, dans le DUT GEA, j'ai mis 6 mois à comprendre que j'étais pas à ma place. C'était pas la comptabilité, c'était plutôt la vie de bureau qui m'allait pas du tout. J'allais en entreprise, j'étais pas bien du tout. Et du coup, voilà, au bout de 6 mois, je me suis dit, c'était soit je partais du côté militaire, ou soit je partais en coach sportif. Et coach sportif, cette idée m'est venue parce que en fait, j'étais adhérent dans une salle de sport indépendante dans mon village. Et je voyais les coachs sportifs et ils avaient l'air épanouis, ils avaient l'air heureux dans leur métier, ils avaient l'air de kiffer, etc. Et il y avait vraiment ce côté inspirant. Et du coup, je suis allé me renseigner auprès d'eux et ils étaient tous BPGEPS. Donc en fait, je ne me suis pas vraiment posé la question si je passais par le STAPS ou quoi. Ouais. Après, j'en ai parlé aussi dans mon équipe de rugby dans laquelle il y avait un joueur qui était aussi en cursus BPGEPS. Donc voilà, on en a parlé aussi. Et c'est pareil, donc je ne me suis pas posé la question, il m'a orienté vers l'école. Il a réussi à m'orienter aussi vers certaines entreprises pour mon apprentissage. Donc voilà, donc je suis passé par le BPGEPS, donc le AGFF à l'époque, où il y avait encore le QCM et les épreuves sportives. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de ce cursus-là? Qu'est-ce que je retiens? Alors déjà, c'était un diplôme qui était assez difficile à l'époque, c'est-à-dire qu'il y avait 20% d'abandon chaque année dans notre école. C'est-à-dire pendant la durée de la formation? Ouais. Okay. Pendant la durée de la formation, il y avait 20% d'abandon. Et voilà, donc c'était assez difficile. Je l'ai trouvé plus difficile que le DUT GEA, alors que c'est pas la réputation du diplôme de coach sportif, mais voilà, il y a pas de dossier à faire, alors qu'en DUT, il y en avait qu'un sur 2 ans. Et je me suis fait aussi un grand réseau, parce que comme tu le dis, on n'est plus beaucoup à être dans le milieu aujourd'hui. Mais les personnes qui sont encore dedans sont soit honneurs de CrossFit, soit de responsables d'école, soit coach sportif au Canada, par exemple. Donc voilà, je me suis fait un grand réseau. Après, j'ai appris aussi beaucoup de choses. On avait les épreuves sportives. C'est l'année où je me suis imposé le plus d'entraînement à moi aussi, rigoureux, spécifique pour les entraînements sportifs qu'on avait. Donc voilà, je me suis beaucoup enrichi de ce côté-là. J'ai pas cette vision un peu négative qu'ont certains du BPGEPS en disant que c'est juste un diplôme qu'on achète. Non, pour moi, ça m'a vraiment enrichi. Je faisais la musculation avant, mais ça m'a ouvert sur toutes les autres disciplines de fitness, l'haltérophilie, le CrossFit. Je trouve que le BPGEPS ouvre les esprits. Excellent. Et après le BP, du coup, ça se passe comment pour toi? C'est facile de trouver du travail ou quel est ton objectif par rapport à ça? Parce qu'il y a plusieurs voies possibles. Alors, après le BP, en fait, déjà, il faut savoir que quand j'ai passé le BP, je suis parti pour les 2 mentions et j'ai abandonné la mention fitness pendant le BP. Ok. Et à ce moment-là, il y avait 6 ou 7 box de CrossFit en France et pas de Basic Fit. Donc, en fait, l'avenir pour les personnes qui étaient monomention était limité.
Cela dit, je me suis dit que je préférais faire ça où j'étais bon que le fitness où en fait je prenais pas de plaisir, donc je ne voyais pas trop de perspectives d'évolution là-dedans. Je suis quelqu'un aussi d'assez introverti, donc le fitness c'était pas quelque chose qui me correspondait. Et donc suite à ça, j'ai eu mon BP et j'ai pas trouvé de travail au début tout de suite. J'ai été travailler au rayon à Decathlon, au rayon fitness. Ok. Et pendant quelques mois, et là après, j'ai trouvé un travail chez Fitness Park où j'étais commercial et coach. Et du coup, c'est mes premières expériences de vente. C'est des expériences qui me servent encore aujourd'hui. L'aspect commercial. Ça correspond à quoi, du coup, commercial chez Fitness Park? Ils avaient un process, je suppose, ils t'ont formé sur leur process et tout? C'est ça. Ils ont un script de vente. Donc, on apprend le script de vente quand les adhérents viennent. Donc, on a voilà, les questions à poser qui sont bien scriptées. On ne peut pas sortir du script parce qu'il y a des visites mystères. Déjà sorti du script et c'était compliqué. On a des objectifs d'équipe, des objectifs individuels à respecter. Sur quoi on a des primes commerciales. C'est vraiment un boulot commercial. Et voilà. Il y avait combien de commerciaux à l'époque? On était 4 avec le manager. Ok. Et ça m'intéresse un peu parce que j'ai aussi vendu des abonnements de fitness. C'est quoi qui t'a marqué le plus ou par rapport justement à cette notion de vente? C'est la première fois que tu découvrais des scripts, des choses comme ça pour la vente? Alors, qu'est-ce qui m'a marqué le plus? Oui, c'est la première fois que je découvrais ça. Et ce qui m'a La marqué, vente pour toi, c'était quoi? C'était comment avant de vendre des abonnements? Ça te paraissait compliqué? Pour moi, ça me paraissait plus simple que ça, en fait, parce que j'estimais qu'une personne qui vient prendre des renseignements, c'est quelqu'un qui a un objectif, qui veut perdre du poids, qui veut prendre du muscle, qui a forcément un objectif particulier. Et donc, on leur propose des tarifs. Et comme à l'époque, Fitness Park était la salle la moins chère dans le décor du fitness, en général, voilà, on n'avait pas de raison que ça ne marche pas. Donc, j'estimais que si quelqu'un devait perdre du poids, un peu la vision naïve des débutants, et ben, j'avais juste à proposer mon service et ça passerait tout seul. Et en fait, non. Non. Mais ce qui m'a tout de suite plu, c'est l'aspect manipulateur, mais au sens positif du terme, de la vente, où on amène quelqu'un vers ce qu'il veut aller et on lui amène vraiment les bénéfices de ce qu'on propose, de manière à ce que ça le touche plus que si on l'avait amené autrement et que ça ne le toucherait pas du tout, etc. Donc la vente, c'est déjà quelque chose qui m'a passionné à ce moment-là. Et j'étais le meilleur coach commercial de tout le secteur nord-est sur Fitness Park. Ok. Après, voilà, les responsables m'avaient dit que souvent les coachs se désintéressaient totalement de la vente. Après, moi, je commençais dans le milieu, il y avait des objectifs à la clé, il y avait des primes. Donc, j'avais un peu les crocs, quoi. Donc j'avais ça, puis j'avais des heures de plateau aussi, où j'ai implémenté le personal training dans ce club où il n'y en avait pas du tout. Ouais, parce qu'à l'époque, le Fitness Park, il n'y avait pas de personal training, hein, c'est ça? Non, j'étais coach plateau du coup, donc j'étais là pour accueillir les personnes, les orienter. Donc déjà qu'ils mettent un coach plateau, il n'y en avait pas dans tous les fitness parks, c'était une bonne chose. Mais il n'y avait pas de personal training, donc j'avais implémenté ça. J'avais déjà fait des formations, pas dans mon BPGEPS, chez notamment Christophe Batz pour se vendre à des bons tarifs, avoir pas mal de clients. Cela dit, avec le recul, je l'ai très mal lancé, le personal training. Donc en fait, je le proposais à l'accueil, mais je ne prospectais pas comme il le fallait et comme je pourrais le faire aujourd'hui. Mais c'était mes premières expériences. Et puis le fait d'implanter le service, c'était très gratifiant pour moi. Et je me disais, si ça marche, j'aurais peut-être que le jour où je partirai, le prochain reprendra le service. Et c'est quelque chose qui viendra un peu de moi. Donc voilà, c'est quelque chose qui me plaisait bien. Comment tu avais lancé ça du coup? Tu avais mis en place des bilans assez simples et puis ensuite tu vendais des cartes de séance. Comment tu t'organisais? Exactement. J'ai fait des bilans avec, je faisais des documents Word avec chaque jour, sur 5 jours. On faisait des bilans. Je leur montrais les machines et c'est à ce moment-là que je leur proposais le personal training. Et donc, je vendais aussi des programmes sans séance physique. Et voilà, et de temps en temps, quand il y avait un besoin, mais
là aussi, erreur de débutant, j'utilisais beaucoup de clichés quand les personnes arrivaient. J'essayais de sentir un peu les personnes qui pouvaient prendre du personal training. Et du coup, bah, en fait, dès que je voyais des personnes qui étaient un peu plus aisées, avec de dernier iPhone, la dernière montre, etc., c'est là que je proposais le personal training, alors que maintenant, on n'est plus du tout dans cet état d'esprit-là. Mais voilà, donc j'avais, il me semble, 6 ou 7 clients. Et donc, ça marchait quand même plutôt bien, mais de manière approximative. Avec le recul aujourd'hui, je vois que c'est approximatif, quoi. Ce qui est bien, enfin moi je l'ai fait aussi quand je vendais des abonnements de fitness, c'est que j'étais au début de la chaîne, donc forcément quand je leur vendais des abonnements, bah, je leur parlais du service de personal training et pour moi c'était beaucoup plus facile. En fait, ça paraissait logique, j'étais le coach, donc ensuite si je voyais qu'il y avait le feeling, je leur proposais le coaching et c'était, je trouvais ça intéressant, avoir plusieurs casquettes du coup. Oui, c'est ça. Puis je me suis inspiré aussi du script de vente de Fitness Park pour moi-même pour refaire un script de vente de personal training. Donc la vente m'a bien aidé. J'étais déjà un peu là-dedans. Donc, première expérience Fitness Park qui est plutôt positive du coup, parce que tu arrives, enfin, je sais pas, peut-être quand on n'a pas le recul nécessaire, on se dit, bon, voilà, c'est une expérience, mais c'est vrai qu'avec le recul, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, ça a été vraiment très formateur, toute cette culture-là que j'ai eue. Et suite à ça, alors, ça donne quoi pour toi? Dans quelle direction tu te diriges? Suite à ça, j'ai un peu envie de bouger. Donc je postule sur des îles. Donc, je postule à Bora Bora, je postule voilà, à l'île Maurice et je postule à La Réunion. Je me suis même fait. Alors là, c'est une chasseuse de tête qui m'a recruté pour Casablanca. Mais en fait, je me suis renseigné, ça avait l'air un peu tangent comme offre. Donc, je n'y suis pas allé. Et voilà, puis il y a un recruteur de La Réunion qui m'appelle et qui me dit, bon, ben voilà, moi, je recrute un responsable plateau. Donc, comme j'étais monomention, c'était parfait. Lui, là-bas, il y avait une équipe avec, on était 7 ou 8 sur le plateau. Ça tournait, il voulait un responsable pour chapeauter tout ça. Donc, en indépendant. Et donc, voilà, il me faisait venir. Il me payait 2 semaines de location de voiture, 2 semaines d'hôtel. Il m'a aidé à trouver un appartement. Enfin, sur le papier, ça avait l'air beau. Et ça l'était, parce que dans tout ce qu'il m'a dit, tout a été respecté. Et donc, j'ai pas hésité, en fait. Et il m'a demandé si je pouvais venir 1 mois et demi après l'appel. Je me suis débrouillé pour venir 1 mois et demi après. Donc, un peu du jour au lendemain, j'avais mon appartement, j'ai dû tout quitter, etc. pour partir à La Réunion. Et donc, c'était sur le groupe Moving. Donc, grossièrement, le même groupe que Fitness Park. Donc, ils avaient pris des références. Ça se passait bien pour moi à Fitness Park. Donc, c'était un peu dans la continuité de la chose. Alors après, c'était un job, aujourd'hui, enfin même à l'époque, c'était interdit, c'est du salaire caché. Mais les termes nous arrangeaient bien, donc il n'y avait pas de problème. Ça te faisait pas peur, toi, de démarrer en tant qu'indépendant, donc du coup, pas de source de revenus stable ou sûre dans un nouveau pays, un nouveau job? Du coup, il m'a proposé un 35 heures en indépendant, avec un tarif horaire, c'était à 15 € de l'heure. Okay. Donc, et en fait, après, il m'avait dit qu'il allait me lancer sur le personal training avec des formations sur place au fur et à mesure. 35 heures en auto-entreprise, c'est vrai que ouais. Voilà. Ouais, ok. Voilà, on est d'accord. Mais après, au début, j'étais pas du tout là-dedans. Après, quand j'étais là-bas, je l'ai appris que c'était une situation pas légale. Mais me mettre en salarié, ça n'avait aucun intérêt pour moi. J'étais pas à 15 € de l'heure, ça me fait du 12 € net. Ils m'auraient mis à 9 €. Et voilà, et là, ça me permettait quand même une certaine liberté voilà, si je voulais des vacances, tout ça, ils étaient quand même très arrangeants parce qu'on était indépendants. Donc, ils savaient eux-mêmes que c'était un peu les limites à l'époque. Ouais. Et voilà, donc moi, ça m'a bien arrangé. Et puis après, voilà, il y avait le personal training qui était très développé sur place. Donc à l'époque, ils étaient 8, ça s'est même développé après. On est monté jusqu'à 13 personal trainers en même temps sur le club. Donc en fait, on ne se demandait pas si le personal training marchait ou pas, parce qu'il y avait des success stories qui étaient là dans la salle avec nous. Donc voilà, donc au début, Qu'est-ce que tu as appris là, de cette expérience-là? C'était quoi ton rôle, toi, en tant que responsable plateau? En fait, voilà, j'étais sur le plateau. Quand on s'inscrivait donc à la salle, il y avait les personnes avaient droit à un bilan.
à l'inscription, puis 2 autres rendez-vous ensuite. Et c'est nous qui faisions les bilans. Donc voilà, on faisait des bilans simples, on leur donnait des programmes tout simples qui étaient déjà faits. Il y avait trois programmes, renforcement musculaire, prise de masse et tonification. On remplissait juste les répétitions et les séries. Donc on faisait ça, il y avait un petit suivi. Le but, c'était de donner un petit côté alléchant pour le personal training aussi. On suggérait les cours collectifs, parce qu'il y avait bien sûr des cours collectifs, il y avait une piscine avec des cours d'aqua, il y avait jacuzzi, sauna, il y avait vraiment tout. Et combien de membres? On était à, il me semble que c'était 2800 membres. Donc pas énorme par rapport au nombre de personnes traîneurs. Mais voilà, c'était. Après, on avait cette salle-là qui était le moving à 55 € par mois, et il y avait des fitness parks plus bas à 29 €. Donc la clientèle moving était une clientèle qui cherchait vraiment du service premium. Sinon, les autres allaient au fitness park. Et voilà, puis après, mon but, c'était aussi de faire en sorte que le plateau tourne, que ça se passe bien. Je devais ranger les poids, je devais aussi nettoyer les machines, toutes ces petites tâches un peu rébarbatives, mais ça nous permettait aussi de tenir le club, de faire en sorte que les adhérents soient bien, tourner, discuter avec les adhérents, mettre un peu de vie aussi dans la salle. Et voilà, c'était marrant. Moi, j'ai toujours, à l'accueil, il y avait les t-shirts orange, c'était nous, et il y avait les t-shirts noirs qui étaient les personal trainers. Donc les clients avaient le droit de venir nous voir, ils n'avaient pas le droit de déranger les personal trainers. Et ça créait un peu une hiérarchie, quoi. Les t-shirts noirs. Moi, quand je suis arrivé, on m'a expliqué qu'il fallait que je sois méritant et que je travaille bien pour pour faire du personal training, donc pour devenir un t-shirt noir. Donc voilà, je me rappelle une fois. Il y avait des t-shirts noirs qui faisaient aussi du plateau, enfin des t-shirts orange, les deux. Ouais, on pouvait faire les deux. Mais voilà, donc par exemple, il y a une fois où il y a une adhérente qui nous a amené à manger sur le plateau, nous a ramené, on a mangé, le responsable, il détestait ça, il est monté, il a décalé notre mise en place de personal training 2 mois après, parce que c'était vraiment au mérite, quoi. Et nous, on était dégoûtés. Donc il y avait aussi un loyer à payer. Le loyer était de 400 €. Mais étonnamment, on ne se posait pas la question du est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va se lancer. Pour nous, c'était l'évolution normale. Et une fois qu'on était en personal training, on pouvait vraiment se développer et faire les choses qu'on aime, quoi. Ouais, ok. Donc, ça marche pour ceux qui sont un peu sceptiques le développement du coaching dans des clubs. Voilà, la preuve, 2813 coachs, tu vois, le ratio est pas mal. Hein. Le ratio est pas mal. Ouais, le ratio est pas mal. Après, effectivement, il y en a qui marchaient mieux que d'autres. J'ai pas connu de coach qui était vraiment en échec. Donc, tout le monde marchait relativement bien. Après, c'était une espèce de centre sportif dans lequel il y en a qui faisaient plus d'heures de cours et donc qui faisaient un peu de personal training, d'autres qui voulaient faire plus de personal training. Tout le monde gérait un peu sa sauce comme il voulait l'entendre. Tout le monde était indépendant, même les commerciaux. Donc voilà, tout le monde gérait un peu si on voulait faire plus de biking et moins de cours, etc., plus de personal training. Donc voilà, chacun trouvait un peu son rythme. Moi, j'ai baissé mes heures de plateau pour pouvoir faire plus de personal training à un moment donné, parce que je marchais mieux en personal training. Et donc voilà, tout le monde était content, on avait tous des profils différents et on avait une sacrée équipe. Moi qui travaille de temps en temps, je vais dans les clubs pour développer le personal training. Et ce que je dis à chaque fois aux patrons de club, c'est que plus vous allez avoir de personal trainer, parce qu'on se dit souvent, et c'est contre-intuitif, c'est que plus il y a de personal trainer, moins je vais gagner d'argent, moins je vais avoir de clients en tant que coach. Alors que c'est totalement faux. C'est un peu comme le restaurant vide et le restaurant qui est plein. Plus vous allez avoir des personal trainers qui bossent, plus les clients, entre guillemets, vont être habitués. Ça va être une logique implacable de, à un moment donné, avoir un coach, quoi. Et je l'avais vraiment compris, moi, quand j'avais été en Nouvelle-Zélande, à Auckland, là, chez Les Mills, où, alors, je ne sais plus le ratio en termes de nombre de membres et de personal trainers, mais c'était juste hallucinant, quoi. En fait, quand il y a tellement de choix, les adhérents, ils ne se demandent pas s'ils vont faire du coaching, ils se demandent avec lequel ils vont faire du coaching. Donc, il y a vraiment ça. Et puis, il y a aussi une hiérarchie qui s'installe. Les personnes qui veulent faire partie des clients de gamme, les clients de gamme sont des clients qui ont un coach. Donc, en fait, il y a vraiment une hiérarchie qui s'installe. Si je suis seul personal trainer sur un club, j'aurai ma clientèle, mais les autres ne vont pas faire attention à ça. S'il y a 5 ou 6 clients, ils vont se dire il y a quand même beaucoup de clients dans la salle qui sont coachés.
Et donc voilà, si je veux avoir des attentions particulières, etc., il va falloir passer par là. Et moi, je le dis toujours, hein, si j'avais été seul sur ce club-là, en personal trainer, je suis persuadé que j'aurais pas mieux marché que là avec 10 autres concurrents, quoi. Et il y a aussi des sensibilités différentes. Les clients de certains, j'avais pas forcément d'affinité avec eux, ils en avaient pas forcément avec moi non plus. Et voilà, et moi je le dis toujours, même aujourd'hui, quand on lance des personal trainers sur des clubs où il y a par exemple 2 personal trainers, on en lance un troisième, les clients qu'il prend, ils étaient là depuis le début, ils n'ont pas été voir les 2 premiers, ils vont voir le troisième parce que une aspiration, c'est le savoir-être aussi, hein. C'est comme le disait Léo dans ton podcast, c'est pas le diplôme qui va faire que les gens vont s'intéresser à toi. C'est vraiment la personnalité. Les personnes vont avoir des affinités particulières. Quand elles voient passer des personnes traîneurs, elles ne sont pas inspirées, le troisième si. Donc voilà, donc effectivement, plus on développe le personal training, plus ça va susciter l'intérêt. Comment vous vous entendiez, vous, en tant que personal trainer? Enfin, comment vous faisiez justement pour avoir pas forcément une cohésion, mais en tout cas, voilà, que ça se passe bien? Bon, on avait un manager qui était beaucoup sur la cohésion, donc Ouais. il a fait pas mal d'événements, de choses comme ça qui ont fait que on s'est beaucoup soudés. Après, quand on est métropolitain et qu'on arrive à La Réunion, il y avait des métropolitains qui venaient de métropoles qui étaient déjà sur place, qui ont tendance à nous intégrer parce qu'ils sont aussi passés par là et que ils ont tendance à nous intégrer plus facilement, voilà, nous inviter, on faisait des choses en dehors. Un peu différent par rapport aux Réunionnais qui étaient déjà sur place, qui ont leur petite vie et leur famille déjà sur place et qui restaient là-dedans. Donc après, c'est vrai qu'il y avait parfois des petites bandes ou des choses comme ça dans le club. Par contre, il n'y avait jamais d'ennemis. Il n'y avait jamais d'ennemis parce qu'on savait que, moi je dis toujours ça, on était dans le même bateau comme dans un bateau de croisière. Il y a des restaurants qui sont concurrents dans le bateau, mais si on commence à se tirer dessus au fusil, c'est le bateau qui va couler. Donc voilà, donc on est tous dans le même bateau. Ouais, voilà, il y avait un peu de concurrence, mais on est tous compétitifs, on est tous sportifs, donc on prend ça comme un esprit de compétition. Et enfin, moi, en tout cas, je le prenais comme ça, et je faisais en sorte que ce soit galvanisant, mais pas nocif, ni pour moi, ni pour mes collègues. Et donc voilà, on avait des personnes avec qui on s'entendait très bien. J'ai rencontré là-bas des amis que j'ai encore aujourd'hui, avec qui je suis encore en contact, et d'autres personnes avec qui on s'est perdu de vue. Mais ça se passait relativement bien. Il y avait beaucoup aussi d'événements qui ont été faits par le manager. Ils appelaient ça les week-end expériences. C'est des événements où on faisait des cours collectifs enchaînés. Sur le plateau, on faisait des animations. Voilà, ça partait un peu dans tous les sens. Et du coup, dans ces événements-là, on était déguisés. Et donc, les coachs étaient très soudés entre eux parce qu'il fallait aider là-bas, il fallait aider là-bas. Donc voilà, on était plus dans l'entraide qu'autre chose, quoi. C'est quoi tes 3 gros enseignements de cette expérience à La Réunion? Mes 3 gros enseignements, difficile. 3 gros enseignements, j'ai appris que l'indépendance était, on va dire, garante un petit peu de bonheur au travail. C'est-à-dire que plus j'ai cherché à être indépendant, plus je me débarrassais, on va dire, de la subordination, plus j'étais heureux parce que je pouvais mettre en place des choses. Quand j'étais salarié, on a des idées, mais il faut faire valider, etc. Là, on met en place des choses. Des fois, on se trompe, mais c'est plus gratifiant de se tromper et de recommencer autre chose que quelqu'un qui nous dit qu'on se trompe, quoi. Donc voilà, donc l'indépendance. Que voilà, en tant qu'indépendant, il fallait aussi savoir être courageux parce que, comme dit, avec 10 personnes traîneurs, c'était quand même quelque chose de se lancer et de se dire est-ce que je vais trouver ma place. Même en quittant l'Alsace pour La Réunion, j'étais seul sur mon club. Je me disais que je sois bon ou que je sois mauvais coach, c'est moi le taulier ici. C'est moi le coach, c'est moi qui donne les conseils. Là, je vais me confronter à d'autres coachs sportifs, et si je suis mauvais en connaissances physiologiques, anatomiques, etc., ça va se voir direct parce qu'il y a vraiment des références sur place. Et ça aussi, c'était effrayant. Et donc voilà, j'ai quand même eu le courage d'y aller, et finalement, à ce niveau-là, il n'y avait eu aucun problème. Donc j'ai bien fait. Et voilà. Puis le troisième enseignement, c'est peut-être de voir grand.
de voir grand, j'ai pas hésité à aller là-bas. Et même sur place, on a créé des choses. J'ai un ami qui était diplômé Aqua, donc BPJEPS AN. Mhm. Et je lui ai dit, viens, on va sur la plage, on fait un espèce de cross-training où je les mets sur le sable, je les bouge un peu, après tu les prends dans l'eau. À La Réunion, il y a un lagon, donc il y a vraiment un espace aquatique où il n'y a pas trop de vagues, il n'y a pas trop de mouvement d'eau. Et donc, tu les prends dans l'eau, tu leur fais un peu de mouvement dans l'eau, moi je les récupère, ça peut être fun, etc. On a lancé ça, ça a super bien marché, ça s'appelait Terre et Mer, ça a super bien marché, et voilà, à chaque fois on essayait d'être entreprenant, de lancer des choses et de voir grand à chaque fois. Et ça ne m'a jamais desservi de voir grand, quoi. Qu'est-ce qui a fait que tu es parti du coup? Alors, plusieurs facteurs. Déjà, je partais pas de La Réunion pour y vivre. Donc, je savais que j'allais faire 2-3 ans. Il y a quand même le manque de la famille, des proches. Voilà, j'étais indépendant, donc quand je prenais des vacances, bah, j'étais pas payé. Et quand je prenais des vacances, du coup, c'était pour venir à chaque fois revoir mes proches ici en métropole. Donc, j'ai pas trop profité j'aurais voulu voyager un peu plus aux alentours de l'île, j'ai pas trop profité. Et j'ai rencontré ma copine là-bas qui après, elle était en pleine étude et elle voulait continuer ses études en métropole. Et ça tombait un petit peu bien pour moi parce que c'est au moment où ils ont enlevé le plateau, en fait, la salle est devenue un fitness park. Donc, ils Ouais. ont dépremiumisé la salle, on va dire. Ils ont laissé les personal trainers, mais ils ont enlevé le service plateau. Et du coup, moi qui étais garant du service plateau, ils m'ont dit que ça allait s'enlever. C'était pas forcément un problème parce que je marchais bien en personal training, mais il y avait une page un peu qui se tournait dans le club. Et voilà, et puis c'était un Tu peu sais bon. comment ça s'est passé là par la suite, du coup, le fait parce que je suppose que les adhérents, ils se sont calés au nouveau service ou comment ça s'est passé? Bah, il y a eu un moment un peu difficile pour les adhérents qui étaient un peu attachés à certaines habitudes. Après, les personal trainers sont restés. Donc, leurs coachs sont restés, les cours Il y collectifs avait sont des restés. cours, il y avait toujours les cours Les Mills? Il y a eu toujours les cours Les Smiths, ouais. Ah, ok. Ils ont laissé Ouais. ça. Et d'ailleurs, maintenant, c'est plus un fitness park. Ils ont repris, enfin, ils ont défranchisé. Donc, ils ont leur enseigne qui s'appelle My Gym. Et voilà. Et le personal training est toujours en place. Au début, ils ont voulu supprimer la piscine. Puis finalement, ils l'ont laissé en place avec un service comme de head training. C'est-à-dire que voilà, bah, la personne loue la piscine et elle fait ses cours d'aqua, etc. Totalement, ils ont internalisé ça de la salle. Donc voilà, il y a eu beaucoup de changements. J'y suis retourné l'année dernière. Ils m'ont dit que c'était pas pareil qu'avant, il n'y a pas la même ambiance, mais ça, c'est la nostalgie normale. Mais je vois quand même qu'il y a pas mal de personnes entraîneurs, que ça tourne bien pour eux. Ils se sont inspirés un petit peu du service Head Trainer Basic Fit parce qu'ils ont mis une personne qui chapeaute un peu Alors, je sais pas comment ça se passe au niveau des contrats. C'est pas forcément le même fonctionnement, mais il y a une personne qui chapeaute un peu le personal training comme un Head Trainer. Okay. Et voilà, ça a l'air de bien se passer quand même pour eux. C'est juste différent de l'époque où j'étais là-bas. Ok, donc toi, tu retournes en métropole et tu reconstruis du coup un nouveau business. Comment tu t'y prends? Alors, je mets mon CV sur les groupes Facebook de coach sportif un peu partout. Et bah là, j'ai Benoît Fouillol qui m'appelle, qui est passé aussi dans tes podcasts. Ouais. Et donc voilà, qui clairement m'a annoncé que c'était pour que je passe être trainer directement. Donc voilà, je devais commencer en personal trainer, mais comme j'avais une expérience de management sur le plateau, j'avais déjà une petite expérience aussi en année, parce que j'ai passé 3 ans à La Réunion. Donc ça fait déjà 4 ans que j'étais diplômé. Et donc voilà, donc il m'a annoncé éventuellement un club sur le centre-ville de Lille. Et donc il m'en parle, il me dit il y a 7000 adhérents. Bon, c'est 2 fois plus même 3 fois plus que ce qu'il y avait à La Réunion. Je lui dis bah super, il y a combien de clubs, de coachs là-bas? Bah, il me dit bah tu serais le premier. Alors j'ai pas hésité une seule seconde, et j'ai dit oui, il m'a dit de lui faire un business plan, tout ça. Et j'ai passé mon temps à faire un business plan parce que moi, dans ma tête, on était au moins 15 sur le projet. Et il fallait que je me démarque des autres, il fallait que je fasse quelque chose de percutant. Et en fait, en arrivant là-bas, je l'ai rencontré, j'ai rencontré la responsable du secteur, ça s'est bien passé, j'ai fait mon business plan, et en fait, j'ai appris que, bah, en fait,
à Lille, les personnes étaient beaucoup moins entreprenantes. Et en fait, j'étais pas le seul sur le secteur. Il y avait un autre coach qui hésitait depuis 2 ans à prendre le club, mais il savait pas trop. Donc, ils m'ont suggéré de prendre un personal trainer. Et en fait, j'ai réalisé une chose, c'est que les personnes de métropole qui ont vraiment un esprit indépendant, qui veulent vraiment voir des choses, elles ont tendance à partir des fois de certains secteurs, soit si on est sur l'île ou même sur le nord de la France ou sur Metz, et à aller dans des secteurs, soit le sud de la France, des secteurs un peu plus touristiques, La Réunion, d'autres îles. Et j'ai réalisé qu'en fait, à La Réunion, je me suis retrouvé avec beaucoup de métros, mais qui ont déjà une fibre très indépendante, parce qu'elles ont le courage de partir à un moment donné pour venir. Mhm. Et en fait, à Lille, on avait les autres, quoi, ceux qui restaient, ceux qui ont un peu moins ce courage-là. Et moi, je m'étais dit que quand j'allais arriver, j'allais proposer du personal training. J'allais ouvrir la porte et dire, ça y est, je peux prendre des personal trainers, il y a 7000 adhérents ici, et que j'allais avoir un tas comme ça de CV, quoi. Comme le tas comme ça de CV qu'avait mon responsable à La Réunion. Et en fait, non. Non, j'ai eu un personal trainer. Après, voilà, Basic Fit nous aide aussi à recruter au début. Donc, ils m'ont apporté les CV. J'en ai eu un deuxième. Mais du coup, c'est compliqué de recruter là-bas, alors que moi, je comprenais pas. J'ai l'opportunité est belle, les clients, ils sont là. Moi, je me suis lancé sur un mois en personal trainer avant de devenir entraîneur. Ça a bien marché pour moi. Donc, je leur ai expliqué. Moi, je me suis lancé, ça marchait bien, je tourne bien en coaching. Mais on parlait encore de CDI et de sécurité, de choses que moi, je comprenais plus déjà à ce moment-là, quoi. Mhm. Donc voilà, je me suis lancé. Donc ça a été difficile au début de recruter. Après, j'ai quand même recruté, j'ai trouvé des coachs sur ce club. Et là où je me suis un peu égaré, c'est que, en fait, après, Basic Fit me proposait des nouveaux clubs. Et pour moi, c'était vraiment des nouvelles opportunités. Il fallait que je les prenne, sinon ce serait pour des autres, etc. Et donc, je prenais les clubs, mais je n'avais pas forcément les coachs pour mettre dedans. Ouais, ok. Et donc, je me suis mis à recruter des coachs. Les coachs étaient frileux. Je leur ai fait des offres où je leur disais, les 2 premiers mois, au lieu de me payer un loyer, tu me payes 20% de ton chiffre d'affaires, par exemple, pour les séduire, en fait. Mais en fait, voilà, c'était mes premières erreurs parce que, en fait, les 2 premiers mois, ils n'ont rien foutu dans le club et ils ont commencé à bosser à partir du 3e mois parce que voilà, quand on en a besoin, on travaille, mais quand on en a juste envie, c'est compliqué. Donc voilà, donc il n'y avait pas ce besoin et cette pression de payer un loyer et donc d'aller chercher l'argent. Donc voilà, après j'ai pris 3 clubs et j'ai tourné sur l'île comme ça, mais le Covid est vite tombé, hein. J'ai pris mon premier club en janvier 2020 en entraîneur. Je crois qu'en mars on était au Covid, il me semble. Ouais, ok. Donc voilà, donc après le Covid est tombé, donc là j'ai traversé un peu des périodes compliquées au niveau de Basic Fit, hein. J'ai fait d'autres choses pour compenser ça. Et après à la reprise, j'ai perdu un coach. Voilà, après j'ai recruté. On m'a donné le 2e club, donc en fait à Lille, il y a 2 clubs qui sont à 20 mètres l'un de l'autre. Mhm. Deux Basic Fit. En fait, il y a un Basic Fit qui était en place et il y avait une salle indépendante à côté. Et le mec a revendu sa salle, il a pris sa retraite. Basic Fit l'a racheté. Donc il y a vraiment deux Basic Fit un à côté de l'autre. Et donc moi j'étais sur ce club et à 20 mètres, on avait d'autres personal trainers qui se vendaient à 40 € de l'heure. Moi je me vendais à 60 et on marchait mieux qu'eux. Donc voilà, on parlait souvent d'eux, mais je leur disais, eux ils se vendent pas cher, ils marchent moins bien que nous. Je pense qu'ils avaient peut-être moins de formation, moins de bagou, moins de choses comme ça. Et voilà, ils ont mis un an, puis après, ils sont partis du club. J'ai récupéré le club. Okay. Et donc, je voulais laisser l'accès à mes personnes entraîneurs aux 2 clubs. Mais erreur aussi, parce que j'ai jamais rentabilisé ce club-là. Et ensuite, donc, ma copine qui travaillait dans une grande multinationale qui livre des cartons avec des sourires dessus, s'est fait muter sur Oni, donc sur le secteur de Metz. Donc voilà, je suis parti sur Metz. Et, tu n'as pas gardé du coup ces Basic Fit, si tu les as gardés? Si, au début. Et en fait, voilà, je les ai gardés au début. Le problème, c'est que il y a un club sur lequel j'avais perdu des coachs que j'ai retiré. Et le club que j'ai gardé, donc c'était celui avec l'autre à 20 mètres, c'est le club où j'étais très présent dessus, où moi-même je coachais dessus. Et du jour au lendemain, je n'étais plus là. Et en fait, ça s'est vu dans le comportement des coachs.
Aujourd'hui, maintenant, on lance des clubs sur lesquels on n'est pas très présent, mais on a les process qui sont mis en place pour que ça marche. Mais là, comme j'étais très, très présent, j'étais peut-être un peu trop paternaliste avec eux. S'ils arrivaient, qu'ils étaient en pause pendant une demi-heure, je leur disais, bah, viens avec moi, on va prospecter. Hein, quand je les voyais pas trop travailler, ça me dérangeait un peu. Donc, je les aidais, je les accompagnais pour la prospection, pour tout ça. Et du jour au lendemain, en fait, je suis parti à Metz. Je les ai laissés sur le club, il m'en restait 3 dessus. Et donc, il y en a une qui a déménagé ensuite sur Marseille et l'autre qui est partie aussi, qui a déménagé. Et donc, voilà, je me suis retrouvé avec plus qu'un seul personal trainer. Plus difficile de recruter parce que j'étais plus sur place. Les écoles à Lille n'étaient pas très conciliantes avec Basic Fit. C'était l'image du club qui vient et qui ferme tous les autres. Donc dès que j'envoyais des mails aux écoles, c'était compliqué. Donc voilà, donc j'ai eu des fins compliquées à Lille parce que après le seul personal trainer qui restait, c'était mon ancien stagiaire qui avait repris le club. Et lui, il est toujours, hein, ça marche très bien. Mais voilà, du coup, j'ai voulu arrêter les contrats. Il a fallu que je paye encore 8 mois, donc je voulais plus recruter dedans. Mais voilà, j'avais des bonnes dettes avec Basic Fit. Donc je me suis relancé tout doucement à Metz. Et là, c'était marrant parce que je me lance doucement, donc je veux prendre un club au centre-ville de Metz. Et donc je signe le contrat. Et au moment où je signe le contrat, je mets un post sur Facebook comme quoi je suis présent sur le secteur de Metz, qu'il y a un coach et que maintenant il y aura quelqu'un pour conseiller les personnes. Et j'ai un coach qui me contacte, qui s'appelle Maxime, et qui me dit, je crois qu'il y a erreur, c'est mon club. Je dis non, je viens de signer le contrat. Et il me dit non, je crois que vous êtes trompé, c'est mon club, il m'est destiné. J'ai vu le responsable hier, j'ai vu le responsable de secteur, le responsable du club, c'est pas possible. Et en fait, la personne qui recrutait pour Basic Fit s'est trompée, elle m'a laissé Metz Centre, elle voulait laisser Metz Sarpenoise. Sauf que le Metz Centre est dans la rue Sarpenoise. donc voilà, il s'est trompé. Donc il y a eu un petit quiproquo avec ce coach-là. Et après, voilà, ils l'ont mis sur un autre club. Moi, je me mets en place. Très vite, je recrute un coach sur place. Et je me suis dit, bon, je me relance tranquillement, je prends ce club-là, je reste entraîneur sur ce club-là, et on verra ce qui se passe par la suite. Je prends contact avec les écoles et je change de stratégie. D'abord, je recrute des coachs, et si j'ai des coachs, je les tends. Et voilà, et donc je prends mon temps, etc. Et là, il y a un beau club Basic Fit qui ouvre à côté. Et le partenaire me dit j'ai un coach, à chaque fois que je le vois, je pense qu'il collerait super bien avec toi. Et à chaque fois que je le vois, je me dis que tu collerais super bien avec lui. Rencontrez-vous et vous pouvez prendre le club ensemble, le nouveau club ensemble. Et donc ce coach, c'était Maxime, la personne avec qui on s'est un peu. Il n'y a pas eu de manque de respect, mais il y a eu un petit accroc, on va dire. Et vous n'êtes jamais rencontrés? C'était que par mail ou message interposé? C'était sur Messenger. Okay. Et d'ailleurs, récemment, on est retombé sur les messages, on a rigolé. Et donc, on s'est rencontrés. Le rugbyman aussi. Donc, en fait, le rugby est un sport de valeur. Donc, on sait déjà que si on est tous les deux dans le rugby, on va partager les mêmes valeurs. On aura une vision commune sur certaines choses. Et voilà, ça a super bien collé. On a parlé de mindset. Il est très proche du sien, très proche du mien. On a parlé de choses comme ça. On était assez similaires pour s'entendre et assez différents pour que l'association ait un sens. Que si c'est pour avoir un deuxième mois, je divise mes loyers par deux, mes revenus par deux, mais je n'ai pas de... Donc voilà, on s'est associés. Au début, c'était un peu... On n'a pas mis les deux pieds dans le plat, on se méfiait tous les deux l'un de l'autre, on ne voulait pas tout lâcher. Moi, j'avais mes contrats, je ne voulais pas trop lui donner. Et au bout d'un moment, on a tout lâché et on a commencé à recruter. Donc, on a pris un club. Donc, en octobre 2022, le premier club qu'on a pris ensemble. Et on se retrouve là, un an après avec 10 clubs ensemble. Donc, dans le décor des traîneurs en France, on n'est pas des énormes traîneurs avec 10 clubs. On n'est pas des petits traîneurs. On est un peu moyen. Mais sur un an, pour nous, c'est une belle progression. Et voilà, enfin, il a vraiment, lui, des compétences qu'il a mis au service de l'entreprise que moi, j'aurais pas pu apporter. Et moi aussi, j'ai apporté des choses que lui n'aurait pas forcément fait. Donc, on va beaucoup plus loin, mais on va aussi beaucoup plus vite.
Je le dis souvent, on dit tout le temps, seul on va vite, ensemble on va loin. Et en fait, non, moi je trouve qu'avec lui, on va plus loin. J'ai jamais été aussi loin, mais on va aussi beaucoup plus vite. Voilà, il n'y a jamais de vacances parce que moi, si je pars en vacances, il est là, il gère la boîte, Ouais. pareil. Et donc, pareil de l'autre côté. Et donc, voilà, l'entreprise s'arrête jamais de tourner. Au début, moi, je voyais plutôt ça comme une collaboration dans le sens où on décidait de tout à deux. Et finalement, en fait, on est vraiment deux traîneurs succincts où moi, je fais des choses de mon côté, lui fait des choses du sien. Et comme ça, on avance beaucoup plus vite. On se fait confiance l'un à l'autre pour tout ce qui est toutes les décisions. On passe des entretiens d'embauche ensemble, mais ça arrive aussi que moi, je recrute des personnes à 100% tout seul et lui aussi. Et voilà. Donc, pour l'instant, on reste de manière locale. Donc, là, on est sur le secteur de Metz jusqu'au Luxembourg à peu près. Et là, on s'étend vers Strasbourg. Donc, on veut rester présent sur nos clubs, on veut rester plus ou moins locaux. Mais on s'étend bien, donc on est content. Donc, par rapport à toute cette expérience, première chose, si demain tu devais redémarrer un business de coach, ça serait quoi les grandes étapes pour toi? Tu vois, quelqu'un qui nous écoute là, soit qui est en train de passer de son BP ou qui démarre ou qui voudrait se lancer. Pour toi, c'est quoi les grandes steps à franchir pour réussir? Alors, déjà, faire un bilan de compétences. C'est-à-dire que savoir qu'on peut être bon dans certains domaines et moins bon dans d'autres, et se former très rapidement. Moi, j'ai fait mes premières formations chez Kessoba, j'en ai fait 2, j'étais encore en BPGEPS. Et ça m'a grandement aidé parce que je n'étais pas encore diplômé, je me vendais déjà à 60 € de l'heure, qui est un bon tarif actuellement. Et donc, se former très rapidement, ne pas avoir peur de se lancer. On ne regrette jamais, même un échec, on ne regrette jamais parce qu'on apprend. Et voilà, et saisir toutes les opportunités. Et pour moi, la prudence n'est jamais le bon choix. C'est-à-dire que voilà, quand on choisit entre l'opportunité et la prudence, en général, on rogne sur les gens qui réussissent dans les opportunités. Donc voilà, voir grand, comme je le disais tout à l'heure, voir grand. Si maintenant je dis je veux me mettre à la course à pied, je vais me mettre à la course à pied. Dès qu'il va pleuvoir, ça va être compliqué. Il va faire froid, je vais avoir les jambes lourdes, je ne vais pas y aller. Par contre, si maintenant je veux courir le marathon dans 1 an, je m'inscris au marathon de Paris, je vais voir plus grand. Mais ça va me permettre aussi de saccader les étapes. D'accord, on apprend ça en coach sportif, les mésocycles, on va mettre ça, on va mettre des phases de repos, on va faire des phases où on va travailler les muscles antagonistes pour prévenir des blessures, éviter les pubalgies, etc., etc. Et ben, c'est un peu pareil dans le business, voir grand, se mettre un grand objectif, et après mettre des étapes qui vont nous amener avec des actions, des petites actions qui vont nous amener vers ces objectifs, plutôt que de voir petit et finalement d'avancer à reculons. Toi, je suppose que forcément, tu préconises ou tu préconiseras à un coach d'aller dans une structure, dans un club de fitness. Pourquoi, selon toi, c'est bien de démarrer sa carrière dans un club de fitness? Alors, pourquoi? Parce que soit on va travailler en tant que salarié. Du coup, le salariat, c'est bien. Après, ça dépend comment on est. Si on aime la sécurité, c'est parfait. Mais au niveau des... malheureusement, enfin, il y a de moins en moins de salariats et de contrats de CDI, mais c'est pas plus ça arrive. Et c'est pas plus mal. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est des perspectives d'évolution. Quand on est coach sportif dans un club salarié, on peut évoluer peut-être en GFM et en responsable. Après, GFM, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Group Fitness Manager, donc c'est celui qui chapeaute toute la partie, on va dire, sportive du club. Voilà. Et voilà, on peut évoluer de cette manière-là, mais les perspectives d'évolution ne sont pas énormes, et au niveau de la rémunération non plus. Et après, on peut ouvrir son studio de coaching, ce qui va être un peu différent. On va avoir pas mal de frais. On va devoir louer ou acheter des machines, un local, donc avoir des frais assez énormes. Et quand on coupe le ruban rouge pour ouvrir le studio, il n'y a personne dedans. Après, il va falloir aller chercher les personnes.
On peut faire du coaching à domicile. Et là, c'est pareil, il y a les temps de trajet qui vont représenter des coûts. On est tributaire de ce qui se passe sur la route. Et après, il y a le coaching en club, donc que ce soit Basic Fit ou ailleurs. Et le coaching en club, eh ben, en fait, c'est un peu comme un studio de coaching, sauf qu'il est nettoyé. Pas besoin de le faire nous-mêmes. Les clients sont déjà dedans. Et ça, c'est sûrement le point le plus important. Et en fait, voilà, il est ouvert de 6h à 22h. Et surtout, le système travaille même quand on est absent. Quand on est en studio de coaching, quand on n'est plus dedans, on n'est plus dedans. Alors que quand on a un coaching en club, si on met des choses en place avec les hôtes d'accueil du club, à l'accueil, si on met des choses en place avec les responsables, quand on quitte le club, on peut revenir demain et avoir des nouveaux prospects qui sont déjà. Voilà, Basic Fit nous envoie des mails, ils ont un système aussi de liaison à l'inscription pour que les clients sachent tout de suite qu'il y a du personal training et ils peuvent prendre directement une séance d'essai. Donc voilà, il y a sur ce système-là, et puis on a un chauffage, on est climatisé aussi par rapport au coaching à domicile. Là, cet été, quand il faisait 40 degrés, moi je disais à mes coachs, imaginez ceux qui font du domicile. Actuellement, ils annulent tout. À 40 degrés, c'est compliqué. Donc voilà, et il y a vraiment ces clients qui sont déjà là. Et comme dit, moi actuellement dans mon club, on est à 4500 adhérents, il me semble. Donc 4500 adhérents de plus que dans un studio de coaching. Mhm. Et finalement, les loyers ne sont pas si chers par rapport, quand on met ça en perspective, par rapport à du coaching à domicile. Quand on regarde, je peux coacher 7 ou 8 personnes sur une journée à Basic Fit. À domicile, je pourrais en faire que 4 ou 5 dans une journée. Donc, ça me fait quand même deux coachings de plus par jour. Ça me rembourse largement un loyer sur un mois, quoi. C'est quoi tes 3 meilleures stratégies dans un club pour trouver des clients? Les 3 meilleures stratégies. Alors, la première, c'est la prospection directe. Celle-là, pour moi, elle prévaut de tous. Non seulement pour proposer ses services, mais aussi juste pour créer des relations humaines. Un coach qui est proactif. Quand on rentre dans un club et qu'on voit que le coach, juste, il connaît tous les adhérents, il dit bonjour à tout le monde en citant le prénom des personnes, c'est un coach qui va forcément marcher. Quand on voit un coach qui est sur un ordinateur, les adhérents rentrent, ils ne le regardent même pas, ils ne lui disent même pas bonjour. Ça veut dire que le coach n'est pas présent, il n'est pas proactif. Donc, il ne suscite pas d'intérêt. Donc, voilà, on peut faire des prospections et ne rien vendre, mais quand même créer l'interaction avec les clients, avec qui on va discuter, avec qui on va parler. Et voilà. Donc, pour moi, la prospection et la proactivité sur le club, ça prévaut de tout le reste. Okay. Après, la deuxième action, je mettrai, comme je le disais tout à l'heure, le lien avec les hôtes d'accueil du club, d'accord, pour créer une espèce d'écosystème qui peut tourner et qui est efficace sans nous. Donc, nous, on est proactifs et on a un système qui peut aussi tourner sans nous, mais qui permet aux hôtes d'accueil de nous vendre. Donc, ça passe par leur expliquer ce que c'est que le personal training, leur donner une séance de temps en temps. Quand ils l'ont vécu, ils le vendent beaucoup mieux. Ils vont dire, bah voilà, ce coach-là, il va vous apporter ça, il vous apporte du fun, il va vous apporter ça. Et après, la troisième chose, ça serait, nous, on est beaucoup là-dedans, se former dans la psychologie humaine, que ce soit dans la vente, mais nous, on apprend le profil disque à tous nos coachs, par exemple, pour pouvoir s'adapter vraiment au type de personnalité de chacun, pour aller chercher les sensibilités. On a trop de coachs qui ont du mal à communiquer avec les adhérents parce que les profils ne correspondent pas. Alors qu'il suffirait juste de changer si la porte est fermée, on passe par la fenêtre. Il suffirait juste de changer d'axe de stratégie. Et ça ne demande pas énormément de compétences. Mais il faut juste se former un petit peu, lire des bouquins dans ce domaine-là. Et la psychologie humaine, moi, c'est quelque chose qui me passionne aussi de plus en plus. Au-delà de la vente, là, mes livres que j'ai en ce moment, ils sont beaucoup là-dessus. Et se former là-dessus parce qu'en allant chercher des sensibilités, on va aller chercher. Le but, c'est pas d'aller chercher le comment, mais d'aller chercher le pourquoi des personnes. Pourquoi elles sont inscrites à Basic Fit, pourquoi elles veulent changer, et pour prévaloir de ce que nous, on peut leur apporter, quoi.
qu'est-ce que tu partages comme petits tips sur la vente aux coachs qui travaillent avec toi? On a une formation d'une journée, donc voilà. Après, les petits tips, poser beaucoup de questions. Moi-même, c'est quelque chose que je fais même dans ma vie de tous les jours quand je fais des rencontres. Poser beaucoup de questions, mais ne pas poser beaucoup de questions parce que c'est un script. Poser beaucoup de questions et s'intéresser vraiment aux réponses. Donc, voilà. Pareil, nous, on a des coachs débutants, ils vont dire, voilà, et voilà, est-ce que vous avez des enfants? La personne, elle va dire oui. Ils vont dire, ok, super. Est-ce que vous êtes ici depuis longtemps? Moi, je leur dis, non, intéressez-vous. Vos enfants ont quel âge? Ils sont en quelle classe, etc. Intéressez-vous aux gens. Quand une personne, elle arrive et qu'on dit son prénom et qu'elle raconte vraiment sa vie, on a plus de facilité si on s'intéresse aux gens et qu'on connecte vraiment avec les gens à retenir ben voilà, les prénoms, etc. Et les personnes, mon ancien manager disait, la seule histoire qui intéresse les gens, c'est la leur. Les personnes aiment raconter leur histoire. Par contre, ils aiment un peu moins écouter l'histoire des autres. Et moi, je suis beaucoup là-dedans. Moi, je parle très peu de moi. C'est pour ça que je te disais que c'était quelque chose pour moi de faire ce podcast. Je parle très, très peu de moi. Et quand je vois que les gens ne s'intéressent pas, je ne parle de moi que quand les gens me posent des questions. Mais si les personnes restent en surface, je ne creuse pas. Par contre, je pose beaucoup de questions et moi, je m'intéresse vraiment aux gens et j'essaie vraiment de m'enrichir. Il y a des personnes qui sont peut-être plus toxiques que d'autres, mais j'estime que dans chaque personnalité, on a tout de même quelque chose à apprendre et chaque personne a leur force. Et moi, j'essaie vraiment de me nourrir un peu de l'énergie des autres, que ce soit dans la famille, dans les amis et même en prospection. Et pour ça, il faut poser des questions, il faut vraiment s'intéresser à la nature profonde des gens et pas juste à leur objectif de perte de poids ou de prise de muscle. Par rapport à tous les personnels trainers que tu as pu voir ou autres, c'est quoi les grosses erreurs qu'ils font et qui les empêchent justement vraiment de vivre de leur activité? Les grosses erreurs, certains sont suffisants. Ça veut dire qu'ils vont venir 10 ou 15 heures par semaine au club et espérer être aussi connus que l'autre coach qui fait 40 heures. Donc, je trouve un peu suffisant. Alors, on se réfère beaucoup aux salariats. Les personnes, elles disent, bah, moi, je vais mettre 35 heures. Mais je leur dis, mais pourquoi 35 heures? C'est la référence du salariat. Les personnes, elles visent, quand on leur dit, c'est quoi votre projet en termes de chiffre d'affaires? 2000 euros. Pourquoi 2000? Parce qu'en net, ça fait à peu près 1005, quoi. Donc, on est sur quasiment un SMIC, quoi. Et mon associé, une fois, il dit à un coach, il dit, tu vas faire quoi le reste du temps? Et en fait, il n'a pas compris la question. Et 2 semaines après, il est revenu, il a compris la question parce que les 1500, ils avaient fait en 2 semaines. Et en fait, c'était 10 heures de coaching dans le mois, quoi. Donc, dans la semaine, pardon. Donc voilà, donc je trouve que parfois ils sont suffisants. Et puis, s'ils marchent, moi j'ai une phrase que je dis souvent, c'est à l'école de la vie, on est des éternels élèves. C'est-à-dire que quand on marche et que on commence à bien tourner, on a tendance à se reposer sur nos lauriers et à dire ça marche pour moi, j'ai mes 20 clients, ça tourne. Si je perds un client, il y en a un qui viendra forcément. Alors qu'on arrête de se former, on arrête de chercher de nouvelles informations. Et en fait, c'est là qu'on se perd un peu parce que c'est dans la progression qu'on est épanoui. Hein. Ça a été prouvé que, qu'il soit dans le salariat ou dans l'entrepreneuriat, les personnes qui sont heureuses dans leur métier sont des personnes qui progressent et qui évoluent et qui sentent vraiment une évolution. Et quand on arrête de progresser, on est un peu voilà, suffisant, même quand on marche. On part un peu sur une pente descendante. Une cellule, moi je dis toujours, une cellule, elle évolue. Soit elle évolue de façon positive, soit elle régresse. La stagnation n'existe pas. Parfait. Et quelle est la grande différence? Enfin, oui, il y a une grande différence entre je suis personal trainer, je suis head trainer. C'est pas du tout le même métier pour le coup. Si je voulais justement devenir head trainer, qu'est-ce que tu me conseillerais? Alors, nous, la chose qui marche le mieux au niveau des traîneurs, c'est
Les écoles. Alors après, c'est notre expérience à nous, hein. D'autres ont... Mais je te dirais de t'implanter dans un endroit où il y a déjà pas mal d'écoles, ce qui permet aussi de prendre des stagiaires et de pouvoir les former. Et pour le côté aussi, moi, je trouve ça très valorisant de les former. Ça me force aussi, moi, à rester dans le game, on va dire, de l'ANAT, de la physio, parce que c'est plus vraiment des livres que je lis aujourd'hui ou des formations que je fais aujourd'hui. Et pour le recrutement. Et après, pareil, je te dirais qu'il n'y a aucune limite et que si tu veux le faire, tu peux y aller et surtout de faire quelque chose qui te ressemble et quelque chose d'humain. Parce que le head training, grosso modo, c'est je prends un loyer, je prends des coachs et ils nous donnent un loyer. Donc en fait, on peut être vu souvent, et c'est le cas souvent, on peut être vu comme des profiteurs ou des choses comme ça. Et en restant humain, en restant toi-même, tu vas apporter de la valeur, du contenu, de la valeur ajoutée. Dans ton cas, je n'aurais pas de doute sur le fait que tu aies des choses à leur apporter, parce que moi-même, je me suis formé chez toi. Mais aussi, voilà, vraiment des valeurs humaines, de connecter les personnes entre elles. Nous, notre réseau, on fait pas mal d'événements, on veut vraiment que les personnes se connectent, qu'elles se sentent dans une équipe. Voilà, Max et moi, on est humaine et quand on est avec notre équipe, on le fait pas, mais on a envie de se resserrer comme une équipe dans le vestiaire, on a envie de tous les prendre. Et voilà, et moi je dis aussi toujours, travailler avec des personnes avec qui tu aurais envie de manger à midi. Pas des personnes avec qui tu sais que tu peux pas comprendre, mais que tu peux les lancer quand même parce qu'elles pourraient marcher éventuellement. C'est aussi des erreurs que j'ai fait. Et au final, ça s'est jamais bien passé. Donc voilà, des personnes qui partagent tes valeurs et des personnes qui vont connecter avec ton équipe pour éviter d'avoir des espèces de mauvaises cellules, quoi. Seul ou associé, du coup, comme toi, tu as fait les deux. Bon, il y a des avantages et des inconvénients, hein, c'est comme quand tu montes une boîte. C'est quoi, toi, maintenant, ton regard par rapport à ça? Alors, associé, mais pas forcément, hein, ça va de soi, mais pas avec n'importe qui. Moi, Maxime, mon associé, c'est le troisième qui me propose une collaboration. Okay. Et donc, les deux premiers, à chaque fois, j'ai senti que les personnes avec qui je m'associais avaient plus à gagner dans l'association que moi. Je ne voyais pas trop ce que je pouvais en tirer. Par contre, je voyais très bien ce que eux pouvaient en tirer, donc je ne le sentais pas. Avec Max, ça a été différent. Et avec Max, on est aussi sur le même état d'esprit voilà, on fait de la tournée des clubs ensemble, on fait des restos. On avait été à une réunion où Basic Fit avait fait un événement à Toulouse où vous avez uni tous les traîneurs. C'était une super journée où on s'est enrichi un peu des plus grandes réussites avec des super intervenants. Et voilà, on arrive la veille, on arrive avec mon associé, on devait manger avec d'autres traîneurs le soir. Et nous, on s'est posé, on est allé voilà, en ville, on allait visiter la ville, on est allé dans un bar. Voilà, Et après, on les a rejoints. Et il y en a deux dedans qui m'ont dit, quand tu t'es associé, j'ai pas compris, parce que tu avais déjà beaucoup de valeur à apporter à tes coachs et tu avais déjà beaucoup de choses à faire avec eux. Il fait maintenant, quand je vous vois tous les deux, je comprends mieux, parce qu'ils nous ont dit, on a l'impression que vous avez toujours été ensemble. Et du coup, il y en a deux qui nous ont dit, moi, ça me fait me poser des questions sur un éventuel partenariat. Parce que on partage les galères, et parfois c'est difficile, parce que dans la famille, rien que être traîneur, c'est compliqué à expliquer ce qu'on fait comme métier. Dans notre famille, les gens ne comprennent pas. Je suis indépendant, je gère des indépendants. Vous exploitez des coachs sportifs. Ouais. Déjà, coach sportif indépendant, je paye un loyer, c'est déjà beaucoup pour eux. Et donc, partager les galères, c'est compliqué. Quand on a des doutes, on ne peut pas se référer à nos PT parce qu'on doit être solide devant nos PT. Et donc, voilà, pareil, en couple, parfois c'est compliqué parce qu'on essaie de parler aussi d'autres choses que de travail. Et là, avec un associé, on peut vraiment partager aussi les doutes, les galères. Ça lui permet de me recadrer quand j'ai des idées et que ça va trop loin, et moi de même. Et en fait, en se canalisant tous les deux, on va plus vite. Et on prend aussi, vraiment la partie aussi, on prend plus de plaisir.
On prend vraiment plus de plaisir. L'autre jour, on a eu une confrontation avec un responsable Basic Fit parce que ça se passait pas bien avec les coachs. Mais on arrive à deux, on est aussi beaucoup plus fort à deux sur la réunion là, clairement, on défendait nos coachs. Voilà, on arrive à deux, on est plus fort que si j'avais été tout seul. On a plus de portée, on a plus de voix, on a plus d'argumentaire. Je l'aime bien, il a les siens. Enfin, on est vraiment quand même plus fort, quoi, tout simplement. Après, d'un point de vue organisation, je suppose que du coup, tu as un statut pour ton métier de personal trainer, ou peut-être que tu fais plus de personal training, ça tu ne me l'as pas dit. Et puis, vous avez monté une société. Quel est le plus simple pour créer justement une association comme ça? Alors, lui, il avait une SASU qu'il avait fait quand il était traîneur tout seul. Et en fait, j'ai racheté 50% de sa SASU. Donc maintenant, on est en SAS associé à 50-50. Et en fait, moi, j'étais en déclaration contrôlée. Je le suis toujours parce que j'avais un apprenti. L'année dernière, et c'était compliqué de changer de statut avec un apprenti par rapport aux subventions. L'année prochaine, je vais repasser auto-entrepreneur parce que maintenant, les frais vont passer à 80% sur la société. Donc voilà, j'ai mon auto-entreprise où je coach toujours, effectivement, parce que notre première année de SAS, on s'est pas rémunéré en fait sur la SAS. On l'a laissé tourner, on a commencé de zéro. C'était au début, si on se rémunère, en fait, finalement, la société, il reste pas grand-chose. Et donc, on a décidé de continuer à coacher. Moi, je coach 3 jours par semaine encore. Et de continuer à coacher, on se rémunère avec les coachings. Et puis, ça nous permet aussi de monter en trésorerie. Et on utilise un peu ça. Là, on a fait un week-end cohésion. On est allé en montagne, c'était super. Et en fait, voilà, on garde un peu la trésorerie dans la SAS pour ça. Et nous, on se rémunère avec ça, avec nos coachings. Et voilà. Donc, lui, c'est pareil, il était en déclaration contrôlée, il va repasser en AE aussi l'année prochaine. C'est quoi les charges d'un business de head training alors, à part les loyers, forcément, les loyers? Les supports de communication, tout ce qui est textile, affichage, ça c'est pas mal. Là, vous les imputez forcément au coach, non? Tout ce qui est textile et tout, non, on les impute pas forcément. On estime que ça fait partie du loyer. Ok. Donc voilà, si on leur achète un t-shirt un mois, on ne va pas augmenter par exemple le loyer pour ça. On les impute pas forcément. Mais après, voilà, il y a eu la première année, on a fait expertiser. Donc moi, j'avais déjà des contrats qui étaient assez calés, mais on les a fait expertiser par l'avocate. Donc ça nous a coûté de l'argent. On a créé un système d'affiliation en place. Donc les affiliations, c'est des systèmes différents où les coachs prennent la mise à disposition de matériel avec Basic Fit et ils nous payent juste à nous une affiliation. Donc ça nous a prévalu un nouveau contrat. Donc pas mal de frais aussi, mais on va dire que ça c'est de l'investissement parce que c'est après pour recruter des coachs en affiliation, donc rentabiliser la chose. C'est quoi, est-ce que tu peux m'expliquer, c'est quoi les coachs en affiliation? En fait, eux, les coachs qui vous ramènent des coachs, ils touchent quelque chose? Non, pas du tout. Non. En fait, quand Basic Fit lance un seul coach sur un club, le coach peut s'affilier à un entraîneur. Ah, ok, d'accord. Parce que du coup, comme le coach, des fois, le coach est débutant, donc il manque de formation. Et Basic Fit veut mettre le plus de coachs possible dans le club, mais ils veulent les gérer le moins possible. Ce qui est normal. Hein. Donc, ils ont trouvé ce système-là pour affilier au head trainer, ce qui fait que nous, en fait, on récupère le coach, il fait partie de notre équipe, on lui fait les mêmes formations, ils ont les mêmes textiles, sauf qu'ils nous règlent à nous juste une affiliation et ils règlent leur loyer avec Basic Fit. Donc, pour nous, c'est zéro risque parce que si maintenant ils s'arrêtent, oui, ok. On n'a pas le loyer Basic Fit à régler. Oui, je comprends. Nous, ça nous permet si on a un coach sur un secteur, avec un club Basic Fit. De le tester, quoi. De tester aussi et peut-être éventuellement pouvoir prendre le Basic Fit si tu voyais qu'il y a un potentiel, quoi, peut-être. Ça, et puis aussi, on a des concurrents aussi, head trainers qui se développent aussi très bien en tant que nous. Donc, ça nous permet des fois de bloquer des clubs, de mettre On sait que là, par exemple, on a la CQP qui arrive. En juillet, on a 7 stagiaires l'année prochaine. Donc, on sait qu'on va avoir beaucoup de coachs. Donc là, on bloque un peu des clubs pour pouvoir après mettre les coachs en entraîneur. Donc voilà, ça nous permet de placer nos pions, grosso modo, de manière stratégique sur le secteur. Donc, mais voilà, donc il a fallu faire des nouveaux contrats aussi pour ça. Et donc, ça nous a représenté des frais. Il y a les frais comptables.
Il y a eu bah oui, les frais juridiques pour créer les statuts au début, quand j'ai racheté mon entreprise. Voilà, c'est beaucoup d'administratif, de juridique. Et après c'est toute la cohésion. Là, on a fait un week-end cohésion, on les a emmenés faire de l'escalade du bloc. Puis après, on les a amenés en montagne, on a loué un gîte. Voilà, il y avait 13 chambres, il y avait un jacuzzi et tout. Pour nous, c'est à perte dans le sens financier du terme, mais c'est de gros frais. Mais par contre, ça apporte beaucoup de fidélisation. Et c'est des moments où on est avec nos coachs et on parle plus d'humain. Quand on fait des brainstorming de manière générale, on va parler de business, on va parler de développement, de choses à mettre en place. Et voilà, une fois par an, on aime bien se réunir et parler d'humain. Toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie avec ta femme, comment ça se passe, etc. Vraiment, voilà, comme dit, on ne veut pas que des loyers, on veut vraiment avoir une équipe, on veut kiffer, quoi, tout simplement. C'est parfait. Et c'est quoi vos ambitions à tous les deux par rapport à ça? Alors, déjà, cette année, on est allé plus vite que ce qu'on aurait espéré. Donc, ce qui fait qu'on revoit les ambitions un petit peu à la hausse. Là, pour l'instant, on est beaucoup sur les partenariats avec les écoles où on aimerait ficeler ça pour avoir un écosystème qui tourne bien. Et après, continuer à se développer, nous. Après, en fait, plus on va grandir, plus on va devoir créer des choses. On va devoir peut-être déléguer aussi certaines tâches. Donc, nos ambitions, c'est peut-être aussi de se structurer pour mieux grandir. Et voilà, et on aimerait faire partie peut-être de la cellule un peu plus haute parmi les traîneurs de France. Et laisser, on va dire, un peu. Nous, ce qu'on aime aussi, c'est laisser une empreinte aussi sur nos coachs ou nos anciens coachs. Moi, j'avais un ancien stagiaire, il m'a écrit il y a 2 semaines, qui a déménagé à Cannes, et il m'a remercié encore pour tout ce que je lui ai appris pendant toutes ces années, parce qu'il a tout implémenté de la manière dont on l'a fait. Et en fait, il est arrivé dans un fitness park dans lequel il y avait deux coachs qui vivotent un peu, et lui, il arrive et il cartonne. Et c'est super gratifiant parce que voilà, on laisse un peu notre empreinte sur certaines personnes, ça leur permet de marcher. Tout comme moi, mes anciens managers m'ont laissé leur empreinte sur moi. Et voilà, maintenant on pense un petit peu à ça. Et À terme, tu veux arrêter le coaching et te concentrer essentiellement sur ce rôle de head training? je dirais pas arrêter, je pense qu'on laissera toujours un pied dedans, mais un tout petit pied, c'est-à-dire un ou deux juste pour avoir un pied sur le terrain et être présent sur les clubs. Après, oui, clairement, on voudrait pouvoir réduire beaucoup le coaching et faire quasiment que du head training pour être présent. Est-ce que vous savez, là, si vous êtes deux, pour vous sortir 5000 nets, par exemple, combien il vous faut de clubs et de coachs? Vous avez des ordres de grandeur? Alors, il va falloir qu'on rechange de statut si on se rémunère, parce que voilà, parce que là, en SAS, c'est compliqué. 5000 nets, ouais, il faudrait peut-être qu'à 20 clubs. Là, on est à 10, peut-être 10 de plus. Ouais, 5000 nets. Alors, tout dépend si tu le sors en salaire ou si tu le sors en dividende. Donc, ça fait 10 000, à 2. Ouais, ça fait pas mal de loyers de coach. Enfin, il faudrait calculer, quoi. Ouais, c'est des calculs à faire. Après, voilà, on arrive aussi à sortir avec en fait, en gros, par exemple, quand nous on fait des formations, c'est Florent Vasseur Auto-entreprise qui va former EST, donc on arrive à se facturer comme ça. Donc en fait, voilà, pour l'instant, on ne s'est pas posé ce genre de questions, comme on ne se rémunère pas. Je pense que l'année prochaine, on va pas trop se rémunérer non plus. Et voilà, donc après, on verra comment on peut se rémunérer une fois qu'on aura tout ça. Mais c'est vrai que là, on a 10 clubs, 18 coachs, ça fait pas beaucoup de coachs par club. Et l'axe d'amélioration aussi, ce sera là-dessus, ce sera de rentabiliser aussi au mieux tout ça. Mais on est obligé de passer le pion parce que on a aussi des concurrents qui vont très vite. Ok. Mais c'est tant mieux pour l'écosystème aussi. Ça veut dire que Basic Fit, ça marche. Et c'est quoi ton plus gros échec? Mon plus gros échec. Qui t'a fait progresser, du coup, qui t'a fait prendre conscience de certaines choses? La première chose à laquelle je pense, c'est ce qui s'est passé à Lille où j'étais ambitieux mais naïf. J'ai fait beaucoup de choix naïfs, comme le fait de prendre des clubs alors que je n'avais pas de coach.
Quand je me suis associé avec Max, c'est la première chose que je lui ai dit. Je lui ai dit, par contre, je tiens à une chose, c'est qu'on fasse du recrutement. Ça, c'est notre cœur de métier. On en fera tout le temps. Et quand on a des coachs, on prend des clubs pour sécuriser la chose. Et voilà, pareil, j'ai fait des choix naïfs où on a voulu être généreux sur les premiers loyers en fait, pour séduire. Je croyais tellement en mon produit quand j'étais sur l'île et au coaching que je voulais leur faire des offres pour qu'ils viennent juste dans le club. Le but, c'était juste de leur faire venir. Et je me suis dit, une fois qu'ils sont sur place, ils vont cartonner. Et voilà, et donc maintenant, on est déjà beaucoup plus restrictif sur les recrutements. J'ai la chance d'avoir une chérie qui est en RH. Et du coup, elle m'a beaucoup aidé sur le recrutement. Donc, on a des recrutements qui sont très, très calés. Et aussi de ne pas être trop généreux, de créer un petit peu le besoin. Le but, c'est pas de les mettre non plus dans la panade, mais de créer assez le besoin pour qu'ils aient une pression. Et en fait, en ayant la pression, ils vont être beaucoup plus proactifs. Et en étant beaucoup plus proactifs, ils vont voir que finalement, ça marche. Un loyer, parce que nous, voilà, on a un build-up, c'est 400 le premier mois, 500 le mois d'après, puis après 600. Ouais, au bout de 3 mois, ils ont le loyer déjà. Ouais. Ouais, Et on a déjà pensé à l'étaler plus, comme le font certains, mais on s'est dit, finalement, c'était pas forcément une bonne chose parce que ça les met dans une situation de confort. Et du coup, on veut garder cette petite pression. Donc, alors, ils se rendent compte que 400 le premier mois, c'est 2 clients en fait. Donc en fait, une fois qu'ils voient ça, après, ils voient grand et voilà. Donc, peut-être, voilà. Après, c'est sûrement normal hein, pour un début de carrière, mais je suis arrivé de La Réunion où je voyais les choses en grand et j'ai été naïf sur certaines choses. Et maintenant, on est beaucoup plus pragmatique. Il y a des ressources que tu pourrais nous partager, un livre un ou plusieurs livres qui t'ont marqué? Alors, je lis beaucoup en audio. Moi, je suis sur Audible. Alors, les audios, ouais, Audible, ok. Alors, il y a Avoir le courage de ne pas être aimé. Ok. Qui est très, très intéressant. L'essentialisme, je ne sais pas si tu connais ces livres-là. Ouais. Après, il y a un grand classique, mais qui, moi, m'a pas mal marqué, c'est Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Là, on parle vraiment du côté rebelle intelligent. Enfin, j'aimais bien ce livre-là. Et ça permet de relativiser aussi. Moi, j'ai pas fait de grandes études, tout comme c'est marrant parce que dans les traîneurs qui ont réussi au sein de Basic Fit, on a un peu tous une histoire similaire là-dessus. Et voilà, et c'est vrai que j'ai l'impression que quand on a de grandes études, on développe un instinct de sécurité. Et quand on n'a pas fait de grandes études, on développe un instinct un peu de survie. Et ça nous permet d'aller parfois plus loin. Donc voilà. Moi, c'est beaucoup de livres qui ont vraiment changé ma façon de voir les choses sur beaucoup de choses. Top. Merci en tout cas pour tout ce partage. C'était hyper intéressant et inspirant. Est-ce que tu aurais une ou deux personnes que tu verrais bien sur ce podcast? Une ou deux personnes que je verrais bien. Alors, je peux te suggérer, du coup, mon responsable, Julien Fossé, de La Réunion, qui a été pour moi un mentor. Hein. Il m'a formé en personal training. Mes premières formations de vente de personal training, c'était lui. Et très, très inspirant pour moi. Je l'ai rencontré d'ailleurs au FITEX, ça m'a fait beaucoup plaisir. Et voilà. Et là, pour l'instant, je n'ai pas plus d'idées que ça. Non, mais c'est déjà un peu je connecterai avec Julien pour lui demander avec grand plaisir. Merci en tout cas, Florent. Est-ce que tu as une dernière chose à rajouter à ceux qui nous écoutent? Je le répète encore, je l'ai déjà dit 2 fois, mais pour moi, c'est voir grand. Voir grand, se rêver et se structurer et travailler, bien sûr, parce que rêver, ça ne suffit pas. Mais arrêtez de voir petit. Je vois encore trop de coachs aujourd'hui, avec toutes les success stories qu'on a, qui voient encore trop petit, qui recherchent encore trop de petites vies, de petites choses. Une petite vie avec une petite maison, un petit compagnon. Non, voir grand et on ne regrette jamais de voir grand. Eh ben, merci Flo pour ces dernières paroles. On clôture l'épisode qui était super intéressant. Pensez à mettre un avis 5 étoiles, un petit message sympa à Flo. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité. Merci Flo, merci tout le monde. Super, je te remercie aussi. À bientôt. Salut à tous.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Deux petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.